Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux aujourd'hui d'être rejoint par le professeur Sergei Karaganov, président d'honneur du Conseil pour la politique étrangère et de défense. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Le professeur Karaganov a rédigé des discours pour Brejnev, conseiller Gorbatchev, conseiller le président Eltsine et également conseiller le président Poutine. En plus de cela, vous avez aussi été, bien sûr, un défenseur clé de l'initiative de la Grande Eurasie de la Russie. Dans ce contexte, vous avez récemment publié un article sur la sibérisation de la Russie. Je me demandais donc si vous pouviez expliquer en quoi cela consiste et aussi pourquoi vous préconisez cette voie pour la Russie. Hello. It's a great pleasure. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous revoir, professeur Diesen. Je me souviens de notre travail très prolifique ici lorsque vous enseignez, et j'espère que tôt ou tard, vous reviendrez également. Nos conversations au fil des années ont été des plus intéressantes, et j'attends avec impatience une nouvelle discussion. Most interesting, and I'm looking forward for one more. Merci. Car dans cette discussion sur la manière de sibériser ou la sibérisation de la Russie, il ne s'agirait pas seulement d'un pivot économique vers l'Est, mais aussi d'un déplacement plus spirituel de la Russie depuis sa position actuelle vers l'espace eurasiatique. Mais comment conceptualiseriez-vous ce développement? I came to this idea about Je suis arrivé à cette idée il y a plus de 25 ans, lorsque j'ai examiné l'avenir du monde et constaté que le centre de gravité, économique, politique, etc., se déplaçait vers l'Asie. J'avais déjà été fasciné par l'immensité, la grandeur et l'histoire de la Sibérie. À cette époque, j'ai lancé plusieurs discussions et rédigé des articles sur le nouveau concept de développement de la Sibérie. Nous avons fait cela à la fin de 1989. Et certains ont été publiés au début des années 2000. Ils ont suscité un certain intérêt, mais je dis toujours qu'ils ne sont jamais devenus les articles ou les idées qui ont véritablement attiré l'attention des élites russes, qui étaient encore, à cette époque, trop eurocentriques. Eurocentric. Donc à la fin des années 2000, environ 10 ans plus tard, j'ai invité plusieurs jeunes chercheurs que vous connaissez, je veux dire aujourd'hui ce sont des leaders dans le domaine, à élaborer un nouveau concept du retour de la Russie vers l'Est. À cette époque, et même avant cela, ce tournant russe vers l'Est, des Urals à Vladivostok, était quelque chose de nouveau. Cela a ouvert de nouveaux marchés et de nouveaux horizons, y compris des horizons spirituels. Mais encore une fois, le second tournant n'a été que partiel, et ils n'ont pas adopté l'idée originale d'un mouvement spirituel de la Russie vers l'Est ou vers ses meilleures périodes de l'histoire, qui, à mon avis, est bien sûr le développement de la Sibérie. On dit parfois « conquérir la Sibérie », mais il s'agit en réalité du développement de la Sibérie. Donc maintenant, nous essayons pour la 3e fois, et j'espère que ce sera la bonne. Je suis assez ceste, et chacun des efforts bien plus réussis. It will be a much more successful one. Right. Alors, je me souviens qu'il y avait beaucoup de discussions en Russie, et il y en a toujours, sur la nécessité d'une idée nationale plus large, quelque chose de fédérateur. Parce qu'après le communisme, il y avait cette idée, je suppose, d'une nouvelle période à la Yeltsin ou d'une autre grande période du communisme qui consisterait à rendre la Russie simplement plus européenne. Mais bien sûr, le problème était alors que, pour de nombreuses raisons, il n'y avait pas d'Europe commune. Et l'intérêt pour l'Europe a aussi considérablement diminué, surtout ces dernières années. Je trouve cela intéressant parce qu'on supposait, du moins en Occident, que les jeunes Russes seraient plus européens que ceux qui avaient grandi en Union soviétique. Mais aujourd'hui,
Les sondages montrent le contraire. Ils sont plus enclins à adopter une identité plus eurasienne. Voyez-vous donc l'émergence en Russie d'une idée nationale davantage sibérienne ou eurasienne? Eh bien, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, car la Russie, enfin, est de nouveau en train de se développer et de forger sa nouvelle, ancienne, véritable identité. Comme vous le savez, je travaille, avec mes collègues, sur la nouvelle idéologie de la Russie, que nous appelons le rêve russe, ou le rêve du peuple russe, qui, selon nous, devrait constituer la base idéologique du développement futur du pays. Le développement de la Sibérie et le retour de l'identité russe, là où elle a appartenu au cours des 500 ou 600 dernières années, font partie de cet effort. Et la Sibérie en est le centre. Je pense que nous devrions réussir. Eh bien, dans votre article, vous faites référence à Fyodor Dostoïevski, car lorsqu'il a été confronté aux dures conditions de la Sibérie, il a découvert un renouveau spirituel, comme vous l'écrivez. En fait, il y a un texte de Dostoïevski qui me fait toujours penser à vous. C'était encore dans la seconde moitié du XIXe siècle où il écrivait que l'erreur de notre politique depuis 2 siècles a été de faire croire au peuple d'Europe que nous sommes de véritables Européens. Et il poursuit, nous nous sommes inclinés comme des esclaves devant les Européens et n'avons récolté que leur haine et leur mépris. Il est temps de se détourner de cette Europe ingrate. Notre avenir est en Asie. Partagez-vous ces sentiments? L'idée que la nouvelle identité doit faire partie d'une... Dostoïevski est évidemment mon écrivain préféré absolu, avec certaines œuvres de Tolstoï et de Pouchkine, et puis son histoire particulière. Je ne suis pas aussi anti-européen que Dostoïevski pouvait le paraître. Cependant, j'ai retracé son parcours spirituel jusqu'en Sibérie. Vous savez, il était une sorte de nihiliste révolutionnaire et faisait partie d'un petit cercle russe. À cause de cela, c'est-à-dire il était un membre ordinaire de l'intelligentsia, Oberwehr a été envoyé en Sibérie. Là-bas, comme j'ai découvert, une Bible lui a été offerte par un membre de la famille de la génération précédente des décembristes. Elle s'appelait von Wieseler. Cette Bible a été découverte récemment. Cette Bible l'a accompagné tout au long de sa vie. Cette édition exacte a été récemment découverte et analysée à l'aide de toutes sortes de technologies modernes, révélant les passages sur lesquels il mettait l'accent, où il faisait des marques, parfois au crayon, parfois simplement avec son ongle. C'est une lecture incroyable. Il a ensuite déclaré en substance qu'il s'y était rendu comme une personne ordinaire, blablabla, mais qu'il en était revenu en penseur. Je dois dire que bien sûr il était aux travaux forcés, mais c'est là qu'est né l'un des plus grands penseurs du monde. Et la Sibérie est un lieu où une grande partie de la richesse spirituelle de la Russie est née et continuera de naître. Eh bien, au-delà de l'aspect spirituel, car je réfléchissais aux 300 dernières années depuis Pierre le Grand, la modernisation et le développement économique de la Russie ont toujours été liés à l'européanisation du pays. Mais évidemment, comme vous l'avez souligné, au cours des 20 dernières années, avec la montée de l'Asie, ce n'est plus forcément le cas. Je sais que Sergueï Lavrov a également fait des commentaires à ce sujet au cours des 20 dernières années, que le développement économique ne signifie plus nécessairement européaniser la Russie et qu'ils peuvent désormais se tourner vers l'Est à la place. Voyez-vous cela, je suppose, davantage comme une Russie sibérienne?
Le percevez-vous également dans le cadre de l'économie politique ou du développement économique vers l'Est? Car, encore une fois, par le passé, se tourner vers l'Est était souvent présenté comme étant en contradiction avec le développement économique. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est à l'Est que se produit le développement économique. Dans quelle mesure le développement économique, la connectivité, est-il un élément clé ici? Évidemment, pour toute une série de raisons historiques, nous avons été excessivement fixés sur l'Europe, et cette fixation a été fondamentalement néfaste pour notre économie, parce que nous étions trop dépendants politiquement, trop dépendants économiquement, et même technologiquement. Nous achetions et vendions beaucoup à l'Europe, principalement du pétrole, du gaz, etc., mais nous importions d'Europe des biens très coûteux, des biens que nous aurions pu importer de l'Est avec de grandes économies et une plus grande efficacité économique. Aujourd'hui, cela devient évident. Mais lorsque j'essayais de convaincre mes compatriotes de se tourner vers l'Est au cours des dernières décennies, je leur disais, en prenant mes lunettes, je leur disais « Écoutez, ces lunettes ont été fabriquées en Allemagne, très compliquées, et à l'époque, elles valaient, disons, 400 ou 500 euros. Maintenant, je les achète en Corée et maintenant en Chine pour 50 à 100 euros. Voilà à quel point le tournant vers l'Est est économiquement efficace pour la plupart des choses dont nous avons besoin. Mais l'essentiel, bien sûr, n'est pas économique. L'essentiel est spirituel, politique, économique, etc. Nous devons comprendre que nous devons nous réinventer comme nous sommes nés. Nous sommes nés, bien sûr, au fil de milliers d'années, des Sith, qui régnaient dans les steppes de la Mongolie à la Perse, jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Roumanie. Ensuite, après cela, nous avons hérité de notre culture chrétienne de Byzance, qui n'était pas l'Europe, enfin c'était une partie chrétienne de l'Europe, mais elle était très orientale. Et notre culture politique a été en grande partie importée, bien que pas entièrement, du grand empire mongol de Gengis Khan. À un certain moment de notre histoire, nous avons décidé que nous étions Européens et avons oublié nos racines naturelles. Ces racines se trouvent à l'est et au sud, pas à l'ouest. En retournant en Sibérie, et bien sûr la redécouverte de la Sibérie a façonné le caractère national russe, a apporté d'énormes richesses et a rendu possible la construction d'une armée et d'une flotte moderne au XVIIe et surtout au XVIIIe et XIXe siècle. La Sibérie a été la base des victoires géopolitiques de la Russie. Nous devons donc revenir simultanément à nos racines historiques, spirituelles et économiques. Qu'est-ce que cela signifierait pour les relations entre la Russie et les Européens? Encore une fois, sans paraphraser Dostoïevski, mais il a souligné que l'Europe, selon ses mots, était notre mère. Cependant, il soutenait que la Russie devait se concentrer sur l'idée orthodoxe et privilégier les relations, voire les alliances, en Asie. Mais que signifierait ce choix? Réduire la dépendance ou être moins obsédé par l'Occident? Comment voyez-vous les relations entre la Russie et l'Europe à l'avenir, sur la base de cette nouvelle orientation eurasienne de la Russie? Comme je l'ai dit à mes concurrents et à mes collègues depuis de nombreuses années, nous devons achever notre parcours européen, qui a en réalité été trop long de 100 ans. Notre chemin vers l'Europe, entamé par Pierre le Grand, était une étape nécessaire pour moderniser la Russie, moderniser l'armée russe et les technologies russes. Nous étions à la traîne à cause de la longue période du soi-disant joug mongol, lorsque les Mongols, qui ne gouvernaient pas notre pays mais l'imposaient lourdement, ont considérablement ralenti notre développement. Ainsi, Pierre le Grand a réalisé une percée. Et notre parcours européen nous a beaucoup apporté. L'organisation militaire, l'une des meilleures armées du monde,
qui nous a valu le statut de grande puissance européenne et nous a ouvert les yeux sur la science. Open up our eyes to scientists. And I think but and of course Et je pense bien sûr que cette fusion fantastique de la culture russe traditionnelle, qui, comme je l'ai dit, a été imprégnée par une combinaison de cultures venues du Sud et de l'Est, ainsi que par la culture nationale russe d'origine, avec la culture européenne, nous a amenés à la position de l'un des plus grands pays spirituels du monde. Je veux dire, je ne suis pas trop nationaliste, mais disons-le ainsi. Y a-t-il quelqu'un en Europe qui soit l'égal de Tolstoï et Dostoïevski? Et cela a été rendu possible par ce parcours européen. Mais je dois dire que nous aurions dû nous éloigner de ce chemin il y a plus de 100 ans. Nous y sommes restés bloqués. Alors maintenant, nous revenons enfin là où nous appartenons, en terminant notre parcours européen. where we belong, finishing our European journey. And it is not anti-European. Et ce n'est pas anti-européen. Bien sûr, je veux dire, cette Europe, vous le savez mieux que moi, n'est pas un partenaire positif. Mais évidemment, nous ne rejetons pas l'Europe. Mais pour l'instant, nous le faisons. Je pense que plus nous sommes éloignés de l'Europe, mieux c'est, pour le moment. Peut-être que lorsque l'Europe aura surmonté ses maladies actuelles, nous reviendrons, nous nous embrasserons à nouveau. Parce que je veux dire, nous sommes aussi en grande partie européens, mais pas avec cette Europe-là. Bien sûr, il y a maintenant une Europe du transhumanisme, des valeurs post-humaines qui y sont si populaires, une Europe à laquelle nous ne voudrions pas appartenir. Donc nous ne sommes plus l'Europe maintenant, mais nous ne voulons pas rejeter l'Europe dans nos âmes et dans notre culture. Très bien. En ce qui concerne, juste ma dernière question. Quel rôle voyez-vous pour l'Église orthodoxe dans cette nouvelle voie pour la Russie? Parce que pour de nombreux conservateurs russes, l'Église orthodoxe est perçue comme le principal fil conducteur de l'histoire russe, puisque l'histoire de la Russie a souvent été très divisée quant à ses orientations. Voyez-vous un rôle plus important pour l'Église orthodoxe? Ou comment percevez-vous sa position dans cette nouvelle Russie? While working with my colleagues on the Russian, En travaillant avec mes collègues sur la Russie, sur une nouvelle idéologie, ce que nous appelons une idée de rêve dans le contexte russe, nous avons collaboré de très près avec des penseurs russes, issus de l'Église, non seulement de l'Église orthodoxe, mais aussi de la communauté musulmane, ainsi qu'avec quelques bouddhistes. Je veux dire, c'est une question difficile. Bien sûr, l'Église orthodoxe russe a été le sommet, ou plutôt la colonne vertébrale autour de laquelle la civilisation russe est née. Mais la civilisation russe a été l'une des civilisations les plus ouvertes parmi les Juifs et la plupart des civilisations du monde. most of the civilizations of the world. Now at last we call ourselves Non, enfin, nous nous considérons comme un pays civilisation. Je dois dire que nous sommes un pays civilisation de civilisation, car nous embrassons la plupart des civilisations présentes sur la surface de la Terre. Je veux dire, nous comprenons très bien le bouddhisme. Nous comprenons très bien les musulmans. Ils font partie de notre code culturel. Mais bien sûr, nous sommes en grande partie orthodoxes. Cependant, pendant environ 180 ans, la foi a été réprimée ici par les communistes. Nous avons aussi un problème auquel, je pense, tout le monde est confronté en dehors de la Russie. La civilisation moderne est en train de changer l'ensemble des valeurs spirituelles de la personne. Je dois dire que l'une des raisons pour lesquelles je m'intéresse, comme beaucoup d'autres, à l'idée d'une nouvelle idéologie, c'est que nous devons faire face au problème selon lequel la civilisation technologique moderne, et à bien des égards les civilisations post-humaines, sapent l'essence de l'humain, ou minent l'humain en nous-mêmes. Nous essayons donc maintenant de trouver un moyen de réintroduire l'humanisme et l'élément humain dans nos vies et dans nos âmes. L'une des façons d'y parvenir est bien sûr de ramener la foi.
c'est un cheminement. Je veux dire, les églises sont pleines. Des dizaines de milliers d'églises ont été construites récemment en Russie, et la plupart du temps, elles sont pleines. Avons-nous un véritable renouveau de la foi? Je n'en suis pas encore certain, mais nous devons travailler là-dessus. I'm not yet sure, but we have to work on that. But it is part of the much larger. Mais cela fait partie d'un effort bien plus vaste, et cet effort consiste à préserver l'humain dans l'humanité. Parce que la civilisation moderne, pour toutes sortes de raisons, est en train d'éliminer l'humain. Et je veux dire, la foi fait partie de tout ce travail. C'est pourquoi, même personnellement, je soutiens nos efforts, ceux de notre Église, de mon Église, mais aussi d'autres églises d'ailleurs. Ainsi, nous travaillons à une nouvelle idéologie russe, avec des penseurs éminents de l'Église orthodoxe, de la communauté musulmane, de certains bouddhistes, etc., qui estiment que nous devons revenir à l'essence de l'humain. L'humain n'est pas quelqu'un qui consomme toujours plus. L'humain est quelque chose de plus important. Vous me faites penser au discours de Solzhenitsyn à Harvard en 1978, où il affirmait que tant le système communiste que le système capitaliste finiraient par priver les gens de leur spiritualité, et qu'en fin de compte, ils étaient confrontés à un défi commun de la modernité. Oui. C'est exactement à cela que je pense. Je me souviens très bien de ce discours de Solzhenitsyn. Et le problème, c'est que le communisme, comme le capitalisme, ou quoi que ce soit d'autre, prive les gens de l'essence même de l'humanité. Et nous devons travailler ensemble sur ce point. Ce n'est ni anti-européen, ni anti-occidental. C'est ce que nous devrions faire ensemble pour nous sauver nous-mêmes et sauver l'humanité. Si nous continuons simplement sur la voie qui est aujourd'hui tracée pour nous, l'être humain, l'homme et la femme, se dégradera en autre chose, et l'humanité mettra fin à son histoire. Je ne veux pas que l'humanité meure de cette manière peu glorieuse. Eh bien, professeur Karaganov, il y a beaucoup d'autres sujets que j'aimerais aborder avec vous, mais je suppose que nous devrons le faire une autre fois. Donc oui, merci beaucoup pour votre temps. Avec grand plaisir. Je ne parle pas souvent en ligne de sujets. Online about matters that deep.